Bonsoir et bienvenue à tous. Depuis l'apparition du coronavirus en Chine en novembre 2019 et sa propagation à travers le monde, cette pandémie a déjà coûté la vie à plus de 440 000 personnes et le nombre de décès continue de grimper. La situation est d'autant plus préoccupante qu'aucun médicament n'est aujourd'hui officiellement et universellement reconnu comme la solution au coronavirus. Le protocole thérapeutique proposé par le professeur Didier Raoult fait l'objet de polémiques. Pourtant, l'humanité avait déjà cru voir en l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine la solution miracle à cette épidémie qui décime l'humanité. Face à ces atermoiements de la médecine classique moderne portée par l'Occident, la pharmacopée traditionnelle africaine semble s'imposer. Elixir Covid et Asdac Covid de Monseigneur Samuel Cléda au Cameroun, la pivirine au Bénin ou encore le Covid Organix à Madagascar apportent satisfaction aux malades de Covid et suscitent l'intérêt des gouvernements et même de l'Organisation mondiale de la santé. Du coup, la médecine traditionnelle africaine, jamais auparavant prise au sérieux, apparaît comme la bouée de sauvetage pour une humanité désemparée, embarquée dans la tourmente des effets dévastateurs du Covid-19. Pour reprendre une expression courante en Afrique subsaharienne, le jour de la médecine traditionnelle africaine s'est-il enfin levé? Est-ce tôt de conclure à un échec de la médecine classique moderne face au Covid-19? Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission 237 le débat. Merci madame, messieurs de nous recevoir chez vous. Sur le plateau 237 le débat ce soir pour mener ces échanges, docteur Roger Etoile, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Vous êtes médecin de santé publique, vous exercez à Douala au Cameroun. Infiniment merci d'être venu sur ce plateau. Nous avons également sur ce plateau le docteur Pierre Nomsi, bonsoir. Bonsoir mon frère Duval, bonsoir à toute l'Afrique et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, nous aurons donc en direct dans cette émission de 237 le débat le docteur Eric Fokam, qui est médecin ORL et enseignant-chercheur dans une université en Allemagne. Avec lui, donc, nous allons poursuivre ces débats sur cet intérêt de plus en plus marqué pour la pharmacopée traditionnelle africaine qui semble être aujourd'hui la bouée de sauvetage face donc aux tourments vécus par des populations dans le monde entier. On a bien observé, docteur Roger Etoile, que depuis l'apparition donc de cette pandémie de coronavirus en Chine en novembre 2019, il y a eu un espoir avec le protocole thérapeutique qui a été proposé par le professeur Didier Raoult, le français. Et puis, quelques temps après, une polémique est née sur les effets secondaires et ce protocole a été remis en question par un certain nombre de chercheurs. Pendant ce temps, en Afrique, il y a des propositions qui ont été faites. On parlait de cette solution qui vient du Bénin. Ensuite de Madagascar et bien sûr du Cameroun avec Monseigneur Samuel Cléda. Quelle lecture de façon globale vous faites de tout cela? Je vais dire de façon plus précise, ces solutions africaines, quel regard vous y portez? Alors, c'est une problématique très importante que vous abordez aujourd'hui, la problématique du médicament. Il faut savoir que le médicament est un pilier du système de santé. Il y en a environ 6. Les prestations des services de santé, les ressources humaines en santé, le financement, le système d'information sanitaire, la gouvernance et le pilotage stratégique et le médicament. Donc le médicament est un pilier. C'est un élément important de toutes les stratégies sanitaires, qu'elles soient au niveau international ou alors au niveau national. Cette pandémie du coronavirus est venue un peu bouleverser un certain nombre de certitudes que nous avions. D'abord, sur des certitudes purement
que la science classique apporterait un certain nombre de solutions, comme d'habitude. Ensuite, un certain nombre de certitudes que c'est l'Occident qui nous apporterait de toute évidence, comme d'habitude, la solution. Nous sommes habitués. Au regard de son niveau d'avancement dans les progrès scientifiques. Exactement. Et même au niveau de l'histoire. Vous connaissez bien l'histoire du docteur Jameau, qui a été présenté comme le sauveur de l'Afrique, ayant soigné, ayant vaincu la maladie du sommeil. Le docteur Albert Schweitzer, ceux qui ont vu un peu le film Le Grand Blanc de Lambaréné. Donc il y a un certain nombre de cette imagerie qui est dans l'esprit des Africains, qui sait que la solution, le sauveur, viendra de l'Occident. Donc c'est tout naturellement qu'au début de cette épidémie, nous nous sommes dit, c'est juste une question de temps, la solution viendra et de la science classique et de l'Occident. Par après, nous avons vu que ce virus était beaucoup plus difficile à maîtriser que nous le pensions, notamment d'abord sur son explication virologique et génomique. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas complètement séquencé ce virus, on n'a pas complètement retrouvé l'origine de façon exacte de ce virus. On est encore dans des hypothèses. Aujourd'hui, on ne peut pas encore tracer, faire des modélisations épidémiologiques avec une relative exactitude, comme pour d'autres de maladies. Aujourd'hui, même sur le plan clinique, on n'a pas encore découvert toutes les facettes, toutes les présentations cliniques de cette maladie. Aujourd'hui, évidemment, pour jeter sur la question du médicament, on n'a pas encore déterminé de trancher de façon exacte et définitive quels sont les protocoles thérapeutiques. Et c'est donc là où tout est remis en cause, et où la balle, on va dire que la balle est au centre, où tout le monde se réveille, parce que la nature ayant horreur du vide, ayant attendu longtemps que la solution vienne de l'Occident ou de la médecine classique, les sociétés se réveillent, les solutions naissent un peu partout. On a vu au départ la solution du président malgache, qui n'a pas réinventé la roue, qui a tout simplement réutilisé et remis au goût du jour un médicament millénaire, l'artémisia, qui est connu depuis des millénaires d'années, découverte en Chine en passant, et qui a pris sur lui de le poser sur la table et d'en faire une solution africaine, une solution locale, avec tout le marketing et toute la diplomatie qui allait avec. D'autres solutions thérapeutiques africaines ont connu un peu moins de succès. Vous avez parlé de la pivirine du docteur Agon au Bénin, et pour l'instant la solution de Monseigneur Cléda est encore connue uniquement au niveau national, au niveau camerounais. Donc, on va peut-être y arriver, mais s'il n'y a pas que ça. Au Cameroun, on peut dénombrer aujourd'hui une bonne dizaine de propositions thérapeutiques locales, d'initiatives locales allant dans le sens du traitement. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? On va peut-être revenir sur la question. Docteur Moussi, on peut peut-être conclure, c'est peut-être un peu hâtif, qu'il aurait fallu qu'il y ait ce vide créé par, j'ai failli dire, l'incapacité de la médecine classique moderne à trouver une solution à cette Covid-19 pour qu'on découvre enfin les vertus entre griffes de la médecine traditionnelle africaine. Oui, je peux simplement dire déjà que le coronavirus est arrivé juste pour que l'Afrique se réveille. Parce que je dis ceci, parce que quand on a signalé que le coronavirus faisait déjà des victimes, que ce soit aux États-Unis,
en Italie, en Europe, en général. Moi, le 15 mars, j'ai eu le cœur serré. Et j'ai dit, quelle est cette maladie qui va rafler tous mes frères africains dans le monde, les frères noirs? Et comme je vais vous dire... Le 15 mars, c'est 2 jours avant la décision prise par le gouvernement de mettre en place ces mesures barrières. Exact. Bon, j'ai envoyé alors dans les réseaux sociaux 4 protocoles. Et j'ai dit, battez-vous comme ça, mes frères africains. Personne ne doit mourir de coronavirus. Et je l'ai fait quand j'étais au Bénin. J'étais pas au Cameroun. Parce que j'ai aussi une base au Bénin. Alors... bien des gens m'ont interrogé, on me dit, mais comment tu peux prendre un risque pareil? J'ai dit non. En Afrique, c'est juste parce que nous avons peur de quelqu'un qui est à 6000 km de nous. Je ne peux pas avoir besoin de l'autorisation de l'Organisation mondiale de la santé pour mettre sur la plaie d'un enfant le roi des herbes, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il y a urgence, on n'a pas besoin d'attendre. Et en tant que quelqu'un qui, je ne peux pas dire que je maîtrise, mais qui fait dans cette médecine naturelle, j'ai proposé 4 protocoles et Dieu merci, une semaine après, les résultats ont commencé à tomber de par le monde. C'était quoi ces 4 protocoles? Le tout premier, c'était qu'il fallait utiliser le miel, il fallait utiliser le sel germe, il fallait utiliser le gingembre et il fallait utiliser enfin le citron. Tout ça dans un verre d'eau. Et boire 2 cuillères à soupe matin, midi et soir pour ceux qui sont déjà en difficulté. Et 1 cuillère à soupe matin et soir pour éviter de tomber malade. Et j'ai dit encore, pour ceux qui n'ont pas le miel, on peut remplacer par les oranges. Parce qu'il y a des gens qui fabriquent le faux miel. Et s'il n'y a pas des oranges, on peut aussi utiliser le fenouil. Et dans l'autre protocole, j'ai ajouté l'ail. Bon, franchement, ça... Sur la base de quoi vous faites cette proposition? Vous concevez ce protocole alors qu'on est face à une maladie, j'ai failli dire émergente, oui, qui arrive pour laquelle on n'a aucune information ni sur le type de virus, ni sur sa façon déjà, l'information, j'avais, quand on parlait du corona, on parlait de la grippe. Ça, c'est l'information qui est largement suffisant. Et je ne parle pas de corona que je viens créer un remède pour corona. Le remède qui soit un corona, c'est un vieux remède qui vit depuis la nuit des temps. Ça veut dire que c'est des remèdes qu'on utilise pour soigner les maladies, je peux dire des maladies normales, des maladies liées aussi aux médications nocturnes. Parce qu'en Afrique, il y a tout. Ce n'est pas forcément seulement qu'on peut se retrouver face à une maladie qui soit toujours naturelle. Non. Dans tous ces éléments, il y a des antidotes. Et comme moi-même, dans les réseaux sociaux, on publiait qu'on a fabriqué cette histoire dans un laboratoire, et puis c'est sorti, ça, l'arme bactériologique, ça, le virus, ça, ceci, ça, c'est la moi, j'ai dit non. Rien ne peut être au-dessus de la nature. La nature est très puissante. Et si ça n'avait pas marché, je devais vraiment me sentir mal. Mais heureusement, ça a marché. Alors maintenant, tout à l'heure on reviendra pour faire l'évaluation, parce que quand vous dites que ça a marché, il faut bien qu'on ait des éléments qui permettent de voir effectivement si on s'était préparé, je vous aurais donné beaucoup d'éléments. Alors, docteur Edouard, est-ce que ce n'est pas risqué? Je veux dire, vous en tant que médecin, je veux dire, moulé un peu à la médecine classique moderne, quand vous entendez le docteur Noumsi vous dire que dès le 15 mars, c'est-à-dire que quelques jours même avant que le gouvernement du Cameroun ne prenne des mesures barrières telles que cela a été énoncé, il avait déjà proposé des protocoles thérapeutiques pour lutter contre le Covid. Vous vous dites, est-ce que c'était pas trop risqué quand même? Ou bien il y a eu, c'est quoi? On tâtonne et on trouve quand même la solution? Disons que sur le plan de la médecine clinique pure, c'est une hérésie. Parce que la médecine classique pure considère à ses canons, à ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, c'est-à-dire la médecine sur les preuves. Tout le débat que vous avez suivi sur l'affaire du professeur Raoul est tout un débat de preuves.
qu'il faut montrer, il faut présenter des preuves que la chloroquine soigne ou elle ne soigne pas. Donc c'est comme ça qu'est conçue la base de la médecine. Vous n'administrez un médicament que si vous avez eu la preuve qu'il marche. Et d'ailleurs, les preuves sont constituées en plusieurs étapes. Il y a des preuves de niveau 1, c'est-à-dire qu'elles ont peut-être marché sur des animaux. Vous avez essayé sur des souris, des rats de laboratoire, ça a marché. Il y a des preuves de niveau 2, ça veut dire qu'on a essayé sur un certain groupe d'humains, des volontaires, des cobayes et tout. Ensuite, il y a des preuves de niveau 3, c'est-à-dire qu'on a fait, par exemple, des études randomisées en double aveugle, comme vous avez entendu, des études en double aveugle, c'est-à-dire pour éliminer ce qu'on appelle l'effet placebo. L'effet placebo, c'est-à-dire que c'est un effet qui fausse un peu la compréhension de l'efficacité du médicament, qui est basé sur la confiance de la personne qui vous administre le traitement. Si moi, docteur Etoa, je vous administre un médicament contre le palu, je vous dis, monsieur Fangwa, ce médicament, s'il va vous soigner le palu, si vous avez confiance en moi, il y a une partie de votre subconscient, de votre corps qui va accepter ce traitement et vous allez même avoir certains effets thérapeutiques. C'est ça l'effet placebo. Et donc, pour éliminer l'effet placebo, dans la phase 3 des effets, des preuves, pour trouver les preuves, on fait des essais randomisés, c'est-à-dire du hasard, en double aveugle. C'est-à-dire que le patient, le prescripteur, le soignant, vous administre un médicament, lui-même ne sait en réalité pas le médicament qui vous a mis. Et celui qui reçoit le médicament également ne peut pas vraiment faire la différence. Donc, le patient, le prescripteur est aveugle, le patient est également aveugle. Donc, on élimine dans ce facteur psychologique. Et donc, c'est ça qu'on appelle les effets randomisés en double aveugle. C'est la principale critique qui a été faite au professeur Raoul. On lui a dit, tu as essayé, tu as administré la chloroquine sur 24 patients. Ils avaient confiance en toi, c'était un échantillon assez réduit. Et donc, on ne peut pas considérer ça comme une preuve solide de l'efficacité du traitement. Donc, aujourd'hui, il y a à peu près une centaine d'essais cliniques à grande échelle où on est en train d'utiliser la technique du double aveugle. Ensuite, il y a des essais de phase 4, c'est-à-dire que normalement, des médicaments qui sont déjà en circulation, dont on surveille les effets pharmacologiques. Vous avez suivi, par exemple, on peut retirer un médicament de la circulation. De la circulation. Vous avez suivi le Mediator, Absolument. la chloroquine même qui revient aujourd'hui, elle avait été retirée. Et ça, parce que même quand un médicament est dans la circulation, on continue de le surveiller pour savoir s'il va faire ses preuves ou pas. C'est ça l'effet 4. Et donc, vous voyez, donc, il y a tout un cheminement dans la médecine classique pour pouvoir accepter, valider un médicament comme étant utile, efficace pour une pathologie donnée. Maintenant, je pense, moi je ne suis pas un pratiquant de la médecine traditionnelle, mais je suis un médecin de santé publique. Et dans la posture de médecin de santé publique, je sais il y a ce qu'on appelle les soins de santé primaires. Et dans les soins de santé primaires sont des soins accessibles, abordables et efficaces pour une large partie de la communauté. Et au Cameroun, à peu près 70% de la population se soigne avec des traitements dits traditionnels. Vous ne pouvez pas occulter ça dans votre stratégie, vous ne pouvez pas occulter ça. Il faut prendre ça en compte. Et là maintenant, il ne faut pas être dans une posture de complètement aller au front à combattre cette médecine traditionnelle. Il faut plutôt la comprendre et essayer de l'améliorer. Et c'est pour cela qu'il faut donc aller dans une démarche coopérative. Quand monsieur, excusez-moi, j'ai oublié le nom, monsieur docteur Noumsi vous dit qu'il soigne à base de miel, de citron, de gingembre, honnêtement, si vous n'avez pas ce sont des médicaments pour moi qui n'ont pas qu'il n'y a pas d'innocuité en fait, ils sont sans danger. Prendre du miel, prendre du citron, prendre du gingembre, en réalité, ils n'ont aucun danger. C'est-à-dire que sur le plan de l'innocuité et tout ça, ça va. Maintenant, on peut questionner sur la question de l'efficacité. Il faut qu'on fasse des preuves.
Et par contre, il faut plutôt surveiller des médicaments qui sont potentiellement dangereux. On a un certain nombre, vous voyez des gens qui se baladent avec des bidons, des décoctions. Vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Vous ne pouvez pas vérifier à la fois la composition chimique, vous ne pouvez pas vérifier la toxicité, les dosages, l'assurance qualité, vous ne pouvez pas vérifier tout ça. Et c'est là il faut accompagner ces opérateurs, je vais dire comme ça, et tout ça pour qu'ils puissent améliorer plutôt leur démarche et non la combattre. Alors, on va essayer de retrouver le docteur Eric Faucam qui est en direct d'Allemagne. Docteur Faucam, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir Duval. Alors, merci de m'honorer de ma présence. Il faut qu'on ait un bon retour pour pouvoir communiquer avec le docteur Faucam. Alors, docteur Faucam, vous avez écouté le début des échanges sur ce plateau en rapport avec ces solutions africaines de lutte contre le Covid. On évoquait à l'entame de cette émission la proposition de Monseigneur Samuel Cléda, Elixir Covid et Atsdak Covid. Plus loin au Bénin, la pivirine, et à Madagascar, le Covid Organics. Vous qui êtes en Allemagne, lorsque vous recevez ces informations, qu'est-ce que vous dites? Quel est le regard que vous avez en tant que médecin et comment est-ce que cela est perçu en Occident? Bon, premièrement, vous me recevez très bien? Très bien, oui. Ok. Bon, il faut dire, pour commencer, on ne peut pas opposer, on ne doit pas opposer la médecine traditionnelle à la médecine conventionnelle. Nous, on l'appelle ici même une médecine complémentaire. On n'utilise pas le terme traditionnel, on utilise le terme complémentaire ou alternative. Donc, ça veut dire, dans le terme complémentaire, il n'y a pas simplement la médecine traditionnelle à base de plantes, il y a aussi l'acupuncture et tout cela. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui peut accompagner la médecine conventionnelle dans un certain nombre de cas. Et quand mon collègue sur le plateau vous a parfaitement développé les stades avant l'autorisation d'un médicament, il faut aussi rappeler qu'il y a un stade préclinique qui se fait au laboratoire. Et cette stade préclinique, c'est d'abord, il faut isoler la molécule. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver et isoler la molécule. Et la plupart de ces molécules viennent souvent des plantes. Donc, on les synthétise à partir des plantes. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas opposer les deux médecines. On les appelle plutôt une médecine complémentaire. Mais par contre, elle doit être contrôlée. Et c'est en fait ça la difficulté, c'est comment la contrôler. Ça veut dire quoi? En fait, ici en Allemagne, il y a déjà des tests qui prévoient tout et qui sont bien rédigés. Donc, ça veut dire les médecines alternatives ou complémentaires, si elles sont destinées à une consommation propre, et si elle a été utilisée déjà à plus de 30 ans, pendant plus de 30 ans et 15 ans sur le territoire européen, elle ne passe pas par les mêmes voies que la médecine conventionnelle pour l'autorisation. J'espère que vous me saisissez. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire un thé ou une plante qui a montré des effets bénéfiques pendant plus de 30 ans. Sur ces 30 ans-là, 15 ans sur le territoire européen, en Allemagne par exemple, ne passe pas par les mêmes voies que la médecine conventionnelle pour une autorisation. Mais là, elle reste dans une autorisation propre. Mais dès le moment où elle quitte de l'autorisation propre pour entrer dans le cas d'une indication pour une population, là, il faut mener des recherches dessus qui vont permettre de passer par les voies de la médecine conventionnelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous savez, la science est tout simple et elle est basique. Et je me rappelle que quand j'étais tout petit, j'avais appris dans un livre, la science c'est l'observation. Après une observation, on émet une hypothèse, après on expérimente l'hypothèse, on tire une conclusion.
Ça veut dire s'il y a une série d'observations par rapport à une substance qui vient d'une plante, par exemple, il faudra donc qu'on regarde de plus près. Est-ce que ces observations sont vérifiables? Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Si oui, quels sont les effets secondaires? Et est-ce qu'à partir de cette série d'observations, on peut évaluer une hypothèse? Et dès qu'on a créé une hypothèse, là, on revient maintenant au schéma de la médecine conventionnelle. Ça veut dire qu'on va passer de la clinique, de la phase 1, la phase 2, la phase 3 et ensuite la phase 4. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. J'espère avoir répondu à la question. Alors, vous restez en ligne avec nous, Dr Eric Faucan. Alors, Dr Noussi, lorsque vous écoutez les mouvements qui sont faits par le Dr Itoa et le Dr Faucan, vous dites quoi? Vous dites, ça c'est la science des Blancs. Chez nous, ça n'a rien à voir. Exactement. Même quand je vais au ministère de la Santé ou de la Recherche scientifique, c'est ce que je leur dis toujours. Il ne faut pas mélanger la médecine africaine à la médecine des Blancs. C'est une médecine que nous tous, nous avons connue et nos grands-parents nous sont soignés. Il ne faut pas qu'après que vous avez fait des études, vous ignorez ce qui vous appartient, revient de droit. Parce que, j'ai l'habitude de dire, un médecin a de très bonnes connaissances du corps humain. Mais pourquoi est-ce que les médecins qui partent apprendre en Europe ne reviennent pas bénéficier du bien des plantes naturelles? Vous savez, quand c'est l'Afrique qui soignait ses enfants, on vivait des siècles. Aujourd'hui, nous sommes tellement empoisonnés par des effets secondaires des médicaments et de l'alimentation. Tout ça parce que nous copions seulement l'exemple des autres. Moi, j'ai toujours demandé à tous ceux qui nous dirigent et surtout ceux qui sont dans le domaine sanitaire de considérer qu'ils ne sont pas obligés déjà de prendre que des médicaments qu'eux-mêmes parfois reprochent pour donner à leurs propres enfants ou à leurs femmes ou à leur propre corps, parce qu'après tout, la santé, c'est tout ce qu'on a de plus important. Alors, pour revenir au développement qui était fait tout à l'heure, vous avez indiqué que vous avez proposé le protocole. Oui. Et parmi ces protocoles, il y en a un qui a marché. Non, pas un seul, le tout a marché. Ce n'est pas que... Ça marche. Non, ça marche. Oui. Puisque... Mais comment vous savez que ça a marché? Déjà, il faut savoir une chose. Quand on te dit, ça c'est une maladie bactériologique, ça c'est une maladie virologique. Maintenant, quand on parle de toutes ces histoires de virus, moi je considère que c'est des poisons. Et qu'est-ce qu'on peut utiliser pour détruire un poison? Je sais que le miel est un antidote. Bon. Or, déjà, quand j'associe d'autres éléments dedans, c'est parce qu'il faut ajouter la vitamine C, il faut ajouter des éléments qui vont renforcer la qualité antidote du miel pour neutraliser maintenant le virus. Donc, le problème n'est pas... C'est-à-dire que ça s'appelle coronavirus, ça aurait pu s'appeler autre chose. N'importe quel nom. Que vous aurez soigné. J'aurais soigné avec le même remède. Il y a des maladies comme par exemple, les congestions pulmonaires. Je veux dire, les gens qui ont soit l'eau, soit le pus, soit le sang dans les poumons. Il y a des remèdes pour corriger tout ça. C'est-à-dire pour faire disparaître cette eau dans le poumon sans opérer les gens. Donc, il n'y a pas... Le problème, c'est que nos scientifiques ne veulent pas, ou encore j'espère qu'ils vont, parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à changer. J'espère tous les jours qu'eux, ils viendront un jour qu'on essaie de travailler ensemble. Oui, bon, ils le disent déjà, puisque quand vous écoutez la terminologie, ils parlent de médecine complémentaire, ça veut dire qu'ils le savent qu'on peut compter sur cette médecine africaine. Mon centre s'appelle Centre de médecine alternative africaine. C'est non loin d'ici. Donc moi, je pense simplement que si l'Africain va grandir beaucoup plus tard, ce qu'il faut qu'il pense que le côté sanitaire, il ne confie pas son corps aux étrangers. Peut-être avant de revenir au docteur Itoa, docteur Faucan, est-ce que le docteur Faucan est en ligne? Oui, je vous suis parfaitement. Alors, est-ce que ce process mis en place par les médecins ou par les tenants de la médecine conventionnelle,
qui consiste à faire des essais cliniques, à faire des observations, toutes ces étapes décrites tout à l'heure par le docteur. Est-ce que, justement, ce process qui paraît long n'est pas, de votre point de vue, à l'origine de toutes les difficultés qu'on a rencontrées? Si on s'était comporté en Europe, comme on s'est comporté en Afrique, avec les décoctions et tout ce qu'on a observé, peut-être qu'on n'aurait pas eu autant de victimes que ce qu'on a eu depuis le déclenchement de cette pandémie. Ok. Bon, il faut d'abord dire que l'Allemagne a eu un taux de létalité de 2%. C'est le meilleur au monde. Oui, ce qui n'est pas le cas pour l'Italie, la France, les États-Unis. C'est pas le cas pour l'Italie, mais je parle du système allemand que je maîtrise parfaitement au bout des doigts. Ok. Donc, c'est le meilleur au monde. Et puis, l'Allemagne est reconnue parce que c'est un pays très rigoureux. Donc, c'est un pays très rigoureux dans les règles et dans les dispositions apprises, surtout sur son système de santé. Il ne bladine pas. C'est pour ça que la chloroquine n'a pas été utilisée ici en Allemagne. Donc, ça veut dire quand quelque chose n'est pas vérifiable, on parle de evidence-based medicine, ça ne passera pas en Allemagne. Bon, là maintenant, je reviens sur ce que je dis. On ne joue pas avec la vie des gens. Et on ne joue pas avec quelque chose qui soigne. Parce que tout est poison. C'est clair. Même l'eau que tu bois, si tu le bois à une dose élevée, ça devient un poison. Donc, c'est pour ça que on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Ça n'existe pas. Tout est poison. C'est juste une question de dose. Donc, il faudra vraiment qu'on fasse attention. Et je l'ai dit au début de mon propos. Le but, ce n'est ni d'opposer, ni de rejeter la médecine traditionnelle. Puisque dans les tests européens eux-mêmes, ils disent, pour ce genre de plantes qui ont montré un effet, mais sans effet secondaire depuis plus de 30 ans, il y a déjà une simplification de leur autorisation. Mais dès qu'un effet secondaire est observé, il faut repasser par les étapes. C'est pour protéger la vie des patients qu'on le fait. Donc, ça veut dire quoi? Au lieu d'essayer d'opposer, on ferait mieux d'essayer de s'entraider et d'apprendre l'un de l'autre. Parce que essayer d'être fermé et de ne pas accepter ces étapes qui sont très utiles et qui ont montré depuis des décennies leur utilité en Europe, soit en disant c'est la médecine européenne, c'est très dangereux. On peut toujours apprendre de l'autre. On peut toujours apprendre de l'autre tout en ne pas oublier d'où on vient. On peut toujours apprendre de l'autre. C'est pour ça que je reviens à la raison et à la science. Déjà que je crois même que la médecine traditionnelle, c'est une sorte de science. Et là, je vous rappelle, en science, quand on est chercheur, la science est simple. Vous pouvez être dans votre village, vous pratiquez une médecine pendant plus de 30 ans. Et ça marche par rapport aux patients que vous avez chez vous dans votre village. Mais vous ne savez pas, peut-être dans votre population, sur vos patients-là, il y en a qui prennent et qui mangent, qui ont quelque chose dans leur alimentation, qui les rend plus forts et qui les soigne sans que vous ne le sachiez. Ça veut dire quoi? Si vous ne faites jamais une étude de contrôle, vous ne le saurez jamais. Et pour vous, votre médecine marche. Mais dès que vous généralisez cela dans d'autres pays, dans d'autres populations, qui ont une autre alimentation, subitement vous avez un effet contraire. Mais ce n'est pas la magie, c'est la science simple. Donc c'est pour ça qu'il y a tout cela. Donc tout cela n'est pas fait pour bloquer, mais tout cela est fait pour aider et protéger le patient. J'espère qu'on se comprend un peu. Très bien, docteur Eric Fokam. Vous restez en ligne. Docteur Itoa, est-ce que les éléments que présente ici le docteur Numsi pour expliquer ce qu'on peut considérer comme le protocole, le process africain, est-ce que pour vous, cela comporte des insuffisances qu'il faut peut-être mettre en relief et travailler là-dessus pour obtenir des résultats qui soient peut-être nettement meilleurs? Il faut déjà commencer par féliciter les tenants de la médecine traditionnelle qui ont des savoirs ancestraux qui sont très pertinents, très forts. Vous savez, moi je suis médecin, j'ai 11 ans de carrière,
Je travaille un peu partout dans la République, tout ça. Je travaille dans des hôpitaux pédiatriques. J'ai été médecin-chef à Tonga, à l'ouest. J'étais directeur de l'hôpital de Ngoumou. J'ai travaillé un peu, j'ai fait un nombre de campagnes de santé humanitaire importantes. C'est-à-dire que vous avez été au contact de ces réalités. Voilà, j'ai été au contact des réalités. Donc, j'ai fait presque toutes les classes de notre système de santé. Et donc, je peux vous dire également que même dans notre parcours, on a quand même rencontré des personnes qui avaient quand même certains dons, on peut dire ancestraux. Nous avons, par exemple, des grands-mères accoucheuses qui sont capables de retourner. Si un enfant est très mal positionné, il est en position transverse, il y a des grands-mères qui sont capables de changer la position de l'enfant pour qu'il descende et tout ça, comme je vais dire trivialement, avec la tête, et tout ça, qui peut par exemple éviter une césarienne, et tout ça. Il y a des grands-mères qui ont ces savoirs-là. Il y a des parents qui sont capables, ils vous tendent une écorce, ils vous disent que mon fils, tu as tu as une gastro-entérite, tu as la diarrhée, vous tendent une écorce, vous mâchez l'écorce, et tout ça, ça s'arrête. Donc, il y a quand même des savoirs ancestraux qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main. Maintenant, toute société qui n'évolue pas est appelée à disparaître. Et donc, c'est là où maintenant, je vais dire, la médecine traditionnelle est à la croisée des chemins. Aujourd'hui, il y a un chantier important que le gouvernement veut lancer, qui est celui de la couverture santé universelle, qui sera un mécanisme qui va, je vais dire, séparer le bon grain des livrets, que ce soit dans la médecine conventionnelle, ou alors même dans la médecine traditionnelle. C'est-à-dire que, par exemple, dans la médecine conventionnelle, si vous êtes un bon médecin, vous serez affilié, vous aurez un numéro et tout ça, vous serez accrédité. Si vous êtes une bonne formation sanitaire, vous serez accrédité. Si vous n'êtes pas et tout, si vous êtes une bonne pharmacie qui avait des médicaments qui sont corrects, vous serez affilié. Si les médicaments du poteau ou du gazon ne sera pas. Donc, ça va quand même séparer du bon grain de livret. Aujourd'hui, par exemple, l'OMS est en train de pousser pour que la médecine traditionnelle soit intégrée dans le paquet de soins de la couverture santé universelle. Mais qu'est-ce que cela implique? Ça implique une codification de cette médecine. Il faut que le soin qu'on a administré à Tonga soit le même qu'on puisse administrer à Ngelemunduka ou alors à Okola ou à Ngoumou, donc ainsi de suite. Donc, il faut qu'elle soit codifiée. Donc, il faut qu'elle soit homologuée, comme le docteur Fokam l'a dit tout à l'heure, qu'on avance et tout ça, qu'on puisse séparer les bons tradis praticiens des charlatans. Parce que malheureusement, dans ce secteur est encore infesté de charlatans. Ça veut dire que c'est un secteur qui doit s'organiser, ou qui doit se réorganiser. Peut-être pas seulement avoir des associations, mais peut-être créer un ordre national des tradis praticiens parce qu'il n'y a que des pairs qui se reconnaissent entre eux. Les médecins sont reconnus par leur pair de l'ordre des médecins. Les pharmaciens sont reconnus par leur pair de l'ordre des pharmaciens. Il faut que les tradis praticiens puissent reconnaître ceux qui sont bons parmi eux et ceux qui sont des charlatans. Personne d'autre ne viendra faire ce travail à leur place. Donc c'est un chantier qui doit aller donc vers cette homologation, par cette accréditation, et deux, par l'amélioration, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'OMS attribue le terme de ce qu'on appelle ça les médicaments traditionnels améliorés, les MTA. Ça veut dire qu'il faut, si vous avez une écorce qui soigne, il va falloir par exemple mieux la présenter, qu'elle ait une certaine galénie, une certaine présentation, qu'elle ait une certaine conservation, et tout ça, avec une certaine posologie bien connue, qui puisse être administrée partout. Donc, le docteur nous disait qu'il faut que les médecins se rapprochent d'eux, c'est vrai,
j'ai aussi envie de lui dire, il faut que les tradipraticiens fassent le chemin inverse. Il faut qu'il y ait une rencontre des civilisations et des rencontres des pratiques dans ce domaine, parce que je suis médecin, c'est vrai, mais je suis également, de ma posture de médecin de santé publique, je sais qu'aujourd'hui, dans le monde d'après Covid, nous allons aller vers la guerre diplomatique sanitaire. Aujourd'hui, nous allons, il y a aujourd'hui la grande bataille des vaccins. L'Europe vient de réserver 300 millions d'un hypothétique vaccin, futur vaccin contre le Covid. Ce n'est même pas encore sorti, mais ils ont déjà payé cash. Et il y aura des règles. Aujourd'hui, c'est celui qui va fabriquer, qui va produire en premier ce vaccin, qui pourra dominer, qui pourra contrôler le monde. Nous avons vu aujourd'hui l'exemple d'un petit pays, entre guillemets, comme Madagascar, qui avec seulement la proposition de ces médicaments, a mis quasiment tous les pays africains, je veux dire, au garde à vous. Pas seulement les pays africains, et même d'autres pays, et même l'OMS. Donc aujourd'hui, il faut valoriser ces solutions, il faut les améliorer, et parce que ça peut être un outil diplomatique et géostratégique important pour les années à venir. Quel est votre avis sur ce développement que fait le docteur Itoa? Parce que justement, il y a un certain nombre d'insuffisances qu'il a relevées dans la pratique de la médecine africaine. C'est vrai qu'il a parlé de la codification, il y a d'autres éléments qu'il a soulignés. Tout à l'heure, par exemple, quand vous avez parlé de votre protocole thérapeutique pour lutter contre le Covid, si on reste sur cet exemple-là, il y a peut-être un problème au niveau de la posologie. Je veux dire que comment ça se prend, la fréquence, le rythme et tout ça. Est-ce que c'est des choses qui pour vous comptent? Ou bien vous dites, puisqu'il n'y a pas une toxicité avérée, ça ne fait pas de mal à l'organisme. Pourtant, le docteur Fokam dit que dans tous les cas, il y a des effets secondaires. Je vais d'abord me présenter. Je suis le vice-président national de tradipraticiens de santé en Transa. En Transa, nous travaillons en collaboration avec le ministère de la Santé et les conseils dont le frère docteur parle là, c'est les mêmes conseils que nous recevons au niveau de la délégation de la santé déjà d'ici, du littoral. Moi, je sais que une chose est très sûre. Un jour, le délégué a dit ceci. Parfois, nous laissons un malade, on est convaincu que demain, il ne sera plus vivant. Mais parfois, le lendemain, on vient le trouver assis, en train de causer. Et là, nous disons seulement, quelqu'un est passé. Quelqu'un est passé. Bon, alors, je suis très fier de dire carrément que nous ne sommes pas en train de faire des choses de manière à ne pas être respectés. Parce que chez nous, nous avons aussi des brigades pour lutter contre les charlatans. Vous devez bien préciser. Ils se sont attachés à la nature, à la connaissance des plantes, à la connaissance de tout ce qui va au ventre. Vous voyez qu'aujourd'hui, bien des gens de par-ci, par-là partent se soigner au Cuba. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on rejette la médecine des autres, comme le frère de l'autre côté parlant en Allemagne. Je ne suis pas en train de dire. J'ai dit ceci. Un Africain est un homme extrêmement riche. C'est ce que je veux dire. Je dis bien extrêmement riche. La santé de l'Africain ne devait même pas connaître des ennuis, parce que même s'il va apprendre la médecine de l'autre côté, on apprend la connaissance du corps humain, c'est ce que je précise. Mais on ne lui apprend pas à fabriquer des remèdes. Les remèdes, ça dit quoi? On l'oblige seulement à acheter pour revendre. Or, nous, sur place, on a alors maintenant la connaissance pour la fabrication. Peu importe, si notre corps, c'est un corps qui s'auto-répare, il ne faut pas seulement manger des poisons. Quand je dis poison, je veux dire les nourritures chimiques. Notre corps s'auto-répare. Vous pouvez avoir une blessure, vraiment, sans même utiliser quoi que ce soit, la blessure guérie. Si le corps est vraiment bien si l'immunité est solide. Voilà, si l'immunité est solide. Donc, moi, je dis toujours, mon souhait, c'est que si une solution ne peut pas être trouvée par rapport à certaines maladies incurables à la science, par rapport à la science classique, et que de notre côté, nous parlions un peu du diabète aujourd'hui. On parle aussi des cancers, par exemple.
Il y a des maladies qu'on n'a pas besoin d'opérer, il y a des cancers qu'on ne peut pas opérer. Nous ne voulons pas rester dans l'obscurité. Nous avons des choses que nous voudrons bien partager avec nos médecins et tous ceux qui aiment la santé de la famille. Docteur Fokam, au regard des atermoiements en Occident face à cette Covid-19 et avec en face ces propositions de solutions africaines, est-ce que c'est trop tôt de conclure que la médecine conventionnelle face au Covid a échoué? Alors, il faut faire attention. Je l'ai dit dès le départ du débat, il ne faut pas opposer, il n'y a pas l'opposition d'une médecine. Ça ne peut pas exister. Ce n'est pas possible d'opposer deux médecines. Puisque la plupart des substances qui sont synthétisées pour les médicaments viennent des plantes. Donc vous ne pouvez pas opposer deux médecines. Puisque en bref, si vous allez au fond, la substance qui agit, c'est la même chose. Donc faisons attention. Okay. Donc c'est impossible d'opposer deux médecines. C'est pour ça qu'on appelle une médecine complémentaire. Donc il ne s'agit pas de rejet, mais il s'agit de trouver des moyens de pouvoir contrôler quelque chose. Donc il faut faire attention. On ne peut pas opposer deux médecines, c'est pas possible. C'est même un danger de le faire. Ça veut dire que quelque part, on ne peut plus avancer, on refuse d'avancer, pourtant on peut avancer. Avant de répondre à la question, je vais prendre un exemple simple du Ghana. Le Ghana, il y a peut-être 7 ans de ça, ils ont trouvé un médicament ou un remède miracle contre le palu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rendus compte que chez eux, depuis des années, il y avait une plante qu'on utilisait contre le palu. Mais personne ne s'était intéressé à ça. Ils ont fait un regroupement, ils ont regroupé leurs scientifiques, leurs épidémiologistes, leurs médecins traditionnels. Ils ont regroupé tout le monde autour d'une table. Ils ont dit que, mais c'est quoi cette histoire? On a une épidémie de paludisme tous les jours chez nous. On n'en a pas encore fini avec. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont donc pris cette plante. Ils sont allés vers ceux qui l'ont étudiée depuis longtemps. Ils les ont observés. Ils ont vu les effets secondaires de ces plantes. Ils ont travaillé sur le dosage et ils ont passé toutes les étapes et pour autoriser leurs plantes. Je vous jure, aucun pays, même les pays européens, ne trouve pas à redire de ce qu'ils ont fait. Voilà un parfait exemple d'intégration mutuelle entre deux médecines qui ne sont pas censées aller l'un contre l'autre, mais s'apprendre et se développer. J'espère qu'on se comprend. Donc, Très bien. C'est ça la démarche à suivre. Bon, et pour répondre à la question, la médecine conventionnelle n'a pas échoué contre le corona. Je parle encore du cas de l'Allemagne que je maîtrise au bout des doigts. Ici, on a eu un taux de létalité de 2%. Déjà même, il est d'abord, c'est d'abord, vous ne pouvez pas, la plus 80% des malades atteints du Covid-19, le Covid-19 qui est causé par le virus SARS-CoV-2, 80% de ces patients ne développent même pas de symptômes. Donc ça veut dire qu'eux, ils n'ont même pas besoin d'être soignés. Ils rentrent chez eux, ils boivent de l'eau et après, le virus s'élimine lui-même. Donc ça veut dire qu'une alimentation saine élimine déjà le virus sans soin. C'est en fait 10 à 20% des patients qui vont développer des symptômes. Et parmi ces patients, c'est rien qu'un tout petit, c'est rien que peut-être 5% des patients qui vont se retrouver hospitalisés. Mais le paradoxe, c'est que ceux qui sont hospitalisés et qui doivent aller aux soins intensifs et qui doivent recevoir de l'oxygène, eux, ils ont un taux de létalité de 80%. C'est eux ceux qui meurent. Et là, maintenant, l'Allemagne a eu des techniques propres à lui pour traiter ces patients. C'est pour ça que l'Allemagne a su dominer de A à Z l'épidémie jusqu'à la rendre au niveau zéro. Au Cameroun, on a encore beaucoup d'épidémies. Par exemple, on parle du coronavirus, mais on oublie la tuberculose. La tuberculose, qui est la maladie infectieuse la plus mortelle, on a toujours encore une épidémie de tuberculose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut... Et en fait, c'est ça. Il faut tout juste trouver des moyens, trouver une stratégie propre à nous
se rapprocher l'un de l'autre au lieu d'essayer de se rejeter ou de se distancer. Et là, on trouvera des solutions propres qui vont sauver l'Afrique. Vous savez combien de cas de tuberculose il y a par année en Afrique ou au Cameroun? Vous savez combien d'enfants meurent tous les jours de paludisme au Cameroun? Mais par contre, on peut, si on s'assoit tous, trouver une solution à tout cela. Et non, et je vous l'ai dit, et je reprends encore l'exemple. Vous pouvez être chez vous, ou dans votre quartier, ou dans votre ville, ou dans votre village, soigner pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans des gens, et être sûr que ça marche. Mais parce que ces gens-là, dans un environnement bien donné, ont une alimentation bien donnée, ils agissent efficacement à votre médicament. Mais dès que vous généralisez, vous avez des problèmes. Parce que vous n'avez jamais randomisé, vous n'avez jamais contrôlé. C'est pour ça que je dis, tout doit s'améliorer. Tout doit s'améliorer. Et je vous ai pris un exemple parfait d'intégration que le Ghana a donné une leçon parfaite. Je crois qu'il y avait déjà 8 ans de cela. J'espère que j'ai répondu à la question. Ok. Alors, je reviens à vous avant de la parole, docteur Ito, docteur Moussi, sur cette affaire de coronavirus. Vous avez indiqué que, bon, au début, vous avez proposé le protocole. Ensuite, il y a eu tous ces protocoles qui ont été suggérés par d'autres naturopathes partout. On parlait du Bénin, on a parlé de Madagascar, et même au Cameroun, le docteur Etoile reconnaissait qu'il y a une dizaine de suggestions, de propositions qui sont faites. Est-ce que vous avez le sentiment que les productions que vous avez faites visaient exclusivement ce Covid-là, ou bien par un jeu de tâtonnement et en vous appuyant sur des informations préliminaires que vous avez obtenues, à savoir que c'est une grippe, vous avez proposé ce que vous avez peut-être l'habitude de proposer contre la grippe et ça a marché. Comment ça s'est passé? Je vais déjà à l'entendre vous dire que les problèmes respiratoires, ce n'est pas avec un seul produit qu'on soigne tous les problèmes respiratoires. Okay. Il y a des remèdes de la tuberculose, il y a des remèdes pour les problèmes d'asthme, sinusite, pneumonie, bronchite, et en fait, tout ce qui concerne la respiration. Bon, maintenant, comme je disais déjà, que quand j'avais déjà eu les nouvelles que Covid, on parlait de virus et de bactéries, j'ai compris directement que pour nous, tout ce qui est étranger à notre corps est poison. Et pour combattre tout ce qui est étranger, il faut utiliser des antidotes. Bon, c'est sur cette base que j'ai proposé ce protocole. Quand quelqu'un a le Covid et il vient chez moi, par exemple, moi aussi, parfois, je tiens compte que celui-là, si avant d'avoir le Covid peut être diabétique, je ne dois pas lui donner le remède qui va encore augmenter son diabète. Donc, on a quand même toujours besoin de quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait pour pouvoir soigner chaque cas. C'est même pour cette raison que j'avais donné plusieurs protocoles, parce qu'il disait si quelqu'un est diabétique, déjà, il faut qu'il sache qu'il peut prendre le fenouil. Au lieu du miel. Au lieu du miel. Les autres peuvent prendre des oranges pour éviter le mauvais miel, par exemple. Et ceux qui trouvent du bon miel, ça marche. Et maintenant, à d'autres, j'ai ajouté du ail, tout en reconnaissant que c'est aussi un antibiotique très puissant, qui a des effets très favorables pour le système immunitaire aussi. Bon, en fait, ce qui surprend les gens, c'est que beaucoup sont allés à l'école pour apprendre ce que je parle. Mais l'Afrique a une chose très importante, c'est le don naturel. Je dis bien le don naturel, parce que ceux qui soignent ne sont pas forcément ceux qui sont allés à l'école. Il y a ceux qui partent dans la nuit, on les donne des messages pour soigner des maladies. Vous pouvez avoir un malade en face de vous qui souffre d'un quelconque mal, et aussitôt dans la nuit, on vous dit prenez telle chose, faites le mélange comme ça. Dans un rêve. Considérons que c'est des rêves, mais c'est des rêves qui marquent, ce n'est pas des rêves qu'on peut oublier. C'est-à-dire vous êtes même capable de vous lever et noter. Il y a des gens comme ça c'est des dons naturels. Parce que c'est un peu comme ça que la médecine africaine a d'abord été. Il faut reconnaître aussi que
Il y a des appareils dans des hôpitaux pour détecter plein de choses qui sont aussi importants. Mais cependant, quand vous arrivez chez ceux que nous considérons que sont des voyants, ils peuvent bien vous regarder et vous dire que bon, vous avez mal au ventre, vous avez ceci, vous avez cela. Où il écrit tous les problèmes que vous ressentez. Il vous donne, parce que c'est un don. C'est ce que ça dit. L'Afrique ne fabrique pas des armes. L'Afrique a plutôt sa connaissance à travers les plantes. C'est-à-dire on peut faire une guerre dans ce pays, dans ce monde, rien qu'avec les plantes. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'en mélangeant telle plante et telle autre, ça peut créer tel problème. C'est pas si on se comprend là. Parce que les autres fabriquent. Si vous voyez, vous constatez même qu'on a envahi l'Afrique avec des religions, c'était pour casser cette puissance africaine. Et cette puissance est aussi forte que tous ceux qui croient en ça et qui essaient de vouloir préserver comme nous le faisons. Parfois, ils sont même en danger. Et pourtant, c'est le bien de tout continent. Nous avons... Au sein de votre organisation, de votre association des naturopathes, Oui. Lorsque vous évoquez cette affaire de Covid et puis des solutions que vous proposez, je veux dire que, est-ce que vous réfléchissez sur l'amélioration ou bien vous dites alors on a trouvé la solution et puis basta, on passe à autre chose? Non, on réfléchit. Est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous réfléchissez? On a un comité technique en Trans-Ça. Il y a des médecins dans Trans-Ça. Je dis bien médecins conventionnels. Il y a des médecins dans Trans-Ça. Tant ici au pays qu'en Europe aussi, ou même aux États-Unis, il y a des médecins dans Trans-Ça. Il y a ceux qui ont compris qu'on ne va pas rejeter complètement ce qui nous revient de droit, mais il faut qu'on essaie de collaborer avec ceux qui maîtrisent, même pour nous aider à pouvoir développer et faire de cette médecine quelque chose de très important pour notre continent. Est-ce qu'il est arrivé, docteur Etoa, vous qui semblez accorder quelque intérêt à la médecine traditionnelle africaine, est-ce qu'il vous est arrivé des situations où, face à un malade et à une difficulté assez grave pour laquelle vous sentez ne pas avoir tout de suite la solution, de faire recours ou bien de conseiller à la famille de solliciter la médecine traditionnelle africaine, puisqu'on parlait tout à l'heure de la nécessité de cette mutualisation des forces et de cette synchronisation des synergies, cette synergie de forces pour pouvoir avancer et aller un peu plus vite contre certaines pandémies. Est-ce qu'il vous est arrivé en tant que médecin de santé publique dans le système conventionnel de suggérer à un malade ou à une famille de se retourner vers la médecine traditionnelle africaine? Alors, personnellement, je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais envoyé quelqu'un en dehors du système conventionnel de soins. Mais ce sont des situations qui sont parfois tolérées et comprises. Ouais. Je me rappelle un jour, j'étais médecin-chef à Tonga et j'avais une patiente qui était elle était hospitalisée. Bon, ses traitements et tout, bon, le traitement n'allait pas très bien. Après un jour comme ça, je passe à la ronde, je trouve qu'elle a disparu dans la nuit. Bon, après elle est revenue 2 jours plus tard. Je dis mais où vous étiez? Bon, après, je crois que son mari était décédé. Et là, on lui avait dit que c'est parce qu'elle a refusé les coutumes. Elle avait refusé de guillemets de se faire laver par le veuvage. Le veuvage, voilà. Qu'elle avait refusé de se faire laver par le beau-frère. Voilà, le beau-frère qui l'avait eu en héritage. Voilà. Je crois que c'est le Lévira ou le Sorora, quelque chose comme ça. Bon, j'étais très choqué en tant que médecin. Bon, après, vous comprenez que ça fait partie, vous savez, dans la santé, il y a ce qu'on appelle en psychologie sociale les représentations sociales.
Donc il y a des gens qui ont des représentations sociales de la maladie ou de certaines maladies qui sont propres à eux. C'est-à-dire que, comme on va dire peut-être dans les coutumes de l'Ouest, si cette dame n'avait pas fait la coutume, mentalement, elle ne serait pas à l'aise avec tout ce qu'on lui aurait administré à l'hôpital et tout. Donc, quand vous êtes médecin dans ce genre d'environnement, bon, parfois, vous comprenez ça comme ça, donc vous ne la rejetez pas quand elle revient. Vous reprenez simplement le traitement où vous l'avez laissé. Et donc, vous laissez cette partie qui ne vous regarde pas. Vous n'avez pas à la juger, vous n'avez pas à la critiquer, vous n'avez pas, donc, vous comprenez ça comme ça. Et donc, je dois dire que globalement, pour sortir de ce sujet, je pense que même en ce qui concerne le coronavirus, l'Afrique a fait montre d'une étonnante et d'une paradoxale résilience sur cette épidémie, parce que vous tous connaissez les prédictions dès le départ, au départ de la pandémie qui annonçaient l'hécatombe, l'apocalypse en Afrique. À ce jour, on devait être en train de compter des morts au bord de la route, et ainsi de suite. Donc l'Afrique, contrairement à nos prévisions, en tant que moi-même médecin de santé publique, on a fait des prévisions sur la base des informations factuelles de médecine et d'épidémiologie. On s'est dit que dès le départ, en début mars, on s'attendait à la catastrophe. Pour l'instant, je pense que malgré la progression de l'épidémie, la catastrophe n'est pas encore arrivée. Il y a un certain nombre de décès, mais tous les décès, jusqu'aujourd'hui, les décès officiels sur 3 mois de l'épidémie n'atteignent pas un décès journalier en France ou en Italie au moment du pic de l'épidémie. Donc, comment on peut expliquer cette résilience? Évidemment, il y a beaucoup de facteurs. C'est là où j'implore un peu la recherche opérationnelle qui doit nous expliquer. Est-ce qu'il y a des facteurs climatiques qui sont entrés en jeu? Est-ce qu'il y a des facteurs constitutifs même des organismes des Africains qui sont entrés en jeu? Est-ce qu'on peut également intégrer tous ces éléments? Parce que vous savez que les Africains ont un modèle, par exemple, de recours aux soins qui est totalement différent des autres sociétés. En Afrique, quand quelqu'un est malade, il a à peu près ses recours aux soins peuvent être soit l'automédication ordinaire, conventionnelle, soit l'automédication traditionnelle, boire du citron, du miel et tout ça, soit une consultation dans la médecine conventionnelle, soit une consultation dans la médecine traditionnelle, et même la prière, et même, entre guillemets, sont des moyens de recours, de premier recours aux soins. Bon, peut-être il y a les pourcentages qui varient, mais ce sont des éléments qui sont mis bout à bout, où des Africains ont leur façon de recourir aux soins qui sont totalement différents des autres sociétés. Donc, il faut prendre tout ça en compte, prendre ce qui est, entre guillemets, efficace, accompagner ce qui n'est, c'est-à-dire qu'il faut avoir une communication pédagogique. Moi, quand des gens je leur dis, quand il y a des attitudes qui sont dangereuses à la santé, des médicaments qui sont dangereux à la santé, on les accompagne, on dit non, c'est ceci, ça peut vous bousiller les reins, ça peut vous bousiller le foie, ça peut vous créer un mal gastrique, ça peut vous faire ceci, ça peut vous faire, vous l'éduquez, vous l'accompagnez, et tout ça pour qu'il puisse progressivement se départir de ces pratiques dangereuses, et tout simplement de continuer à conserver des pratiques qui peuvent l'aider. On peut aller plus loin en disant que c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut invoquer le rôle des politiques publiques, parce que peut-être les praticiens ont de la bonne volonté pour avancer, peut-être les médecins, les pratiquants, les tenants de la médecine conventionnelle ont de la volonté à se rapprocher de la médecine conventionnelle, mais il faut quelqu'un qui organise ça, il faut quelqu'un qui met tout ça dans un plan stratégique,
dans des politiques publiques, dans des actions concrètes de terrain. Moi, j'étais en Chine en 2016 et je peux vous dire que dans la majorité des hôpitaux de canton et tout, vous allez dans un hôpital conventionné, il y a la pharmacie des médecines conventionnelles et il y a la pharmacie des médicaments traditionnels chinois. Collés, ça dit que les bâtiments sont, ils sont juste peut-être séparés par une paroi. Mais tout ça, vous avez une salle, vous avez la kinésithérapie conventionnelle et à côté, juste là, vous avez l'acupuncture et tout ça. Donc, ils ont réussi à pouvoir intégrer, à faire fusionner les deux systèmes. Donc, ça, c'est le rôle des politiques publiques. Et quand vous parlez de fusion des deux systèmes, cela nous renvoie peut-être à la méthode CLEDA, si on peut appeler cela ainsi. Il y a des tests qui sont faits, j'imagine, selon le système conventionnel. Et dès que vous avez le test positif, maintenant, vous vous mettez au traitement sur la base des plantes qu'ils proposent. En tout cas, selon ce que nous avons appris, c'est comme ça que cela fonctionne. Oui, je me suis renseigné effectivement sur la stratégie de Monseigneur Cléda. Je peux dire juste qu'il a la volonté manifeste de pouvoir sortir sa trouvaille de l'ornière, de sortir de sa trouvaille du côté informel et de pouvoir d'abord la mettre sur la place publique. Déjà, il a entrepris une bonne collaboration avec les autorités sanitaires et politiques du national. Je pense également que sur le plan de l'organisation des soins, il est assisté par un médecin. Je pense que c'est Dr Kamini. Et maintenant, je crois qu'il essaye du mieux de son possible de pouvoir donc faire concilier ces deux. Maintenant, ça n'exclut pas qu'il n'a pas encore complètement rempli toutes les conditions que la médecine conventionnelle attend, entre guillemets, pour pouvoir l'intégrer globalement. Parce que vous savez que la question du Covid n'est pas seulement du test positif et qui deviendrait négatif après. La question du Covid réside essentiellement sur les cas graves. C'est de ça en réalité qu'il est question, parce que comme le docteur Fokam l'a dit, 98% des personnes attrapent le Covid, ils peuvent s'en débarrasser et tout ça là sans avoir pris le moindre traitement. La question c'est vraiment sur les cas graves. Maintenant, il faut que, à côté de sa trouvaille thérapeutique, il puisse mettre en place un protocole de recherche, même sommaire, même basique, ou alors appeler à l'aide. En réalité, voilà la plus grande aide dont qu'il peut demander, de demander une aide technique sur la recherche. Personne ne va lui contester sa composition. Maintenant, il doit demander une aide technique sur la recherche, qu'on vienne par exemple l'accompagner, sur l'identification. Je ne sais pas si lui-même connaît déjà à peu près tous les principes actifs qu'il y a dans sa composition. 2, sur vraiment les dosages, la toxicité, les questions d'assurance qualité. 3, sur la recherche clinique, qu'il faut que ce médicament, qu'on puisse se présenter à la face du monde debout, en tapant la main sur la poitrine, en regardant un chercheur en Allemagne, au Japon, aux États-Unis, en nous disant, oui, nous on a une solution. En Afrique, ça s'appelle, je sais pas, Elixir et tout. Voilà le protocole qu'on a fait en simple aveugle, en double aveugle ou même en étude tout simplement interventionnelle. Voilà l'efficacité, voilà les taux. Et si cela est fait, je pense qu'il n'y aura pas de mal. Ce sera peut-être de bon augure pour une collaboration franche, sincère et durable entre les deux systèmes. Alors, je voudrais préciser que récemment, au cours du point de presse qu'il a donné ici à Douala, il a indiqué que 3000 personnes prises en charge dans le traitement qu'il propose ont effectivement retrouvé la guérison. Aucun décès n'a été enregistré. Il a indiqué les hôpitaux qui sont davantage les hôpitaux catholiques qui sont chargés de la distribution donc de ces produits. Notre-Dame de l'Opaume ici à Douala, Saint-Albert-le-Grand à Bonabéry, les Sœurs Servantes de Marie à Nilon ou encore Padre Pio à Aquanor, et que
dans les autres villes, c'est les coordinations diocésaines qui s'occupent donc de la production, de la distribution de ce produit Elixir Covid et ATSAC Covid. Bon, on parle de ce qu'on connaît le mieux, ce que Monseigneur Cléda propose, parce que il y a également tout un débat sur le Covid Organics à Madagascar. On se souvient que récemment, il y a eu une visioconférence entre le directeur de l'OMS et le président malgache qui lui donnait l'assurance que les experts de l'OMS viendraient accompagner Madagascar dans les essais cliniques qui devraient déboucher sur la confirmation ou non de la qualité de ce produit qu'on devrait ensuite peut-être, pourquoi pas, mettre à la disposition de l'humanité pour lutter contre cette Covid. Alors, docteur Fauquin, tout à l'heure vous parliez de l'Allemagne et de sa rigueur qui l'a sauvé. Dans le cas de l'Afrique, de votre point de vue, qu'est-ce qui a sauvé le continent africain? Bon, il faut d'abord faire un peu attention. Parce que vous ne pouvez pas mesurer l'ampleur d'une épidémie s'il n'y a pas de test massif et une carte épidémiologique. Donc ça veut dire quoi? Si c'est qu'on veut faire une représentation de l'épidémie, il faut vraiment un dépistage massif. Et là, vous pouvez voir l'évolution effective de l'épidémie. Donc ça, c'est d'abord très important. Oui, mais il y a un échantillon, docteur Fauquin. Oui, mais il faut... Vous avez testé combien? Il y a eu combien de personnes testées au Cameroun sur 25 millions? Quelle population est la plus touchée au Cameroun? Femmes ou hommes? De quel âge? C'est quelle co-infection est la plus récurrente parmi les malades de Covid-19? Ces questions-là, vous ne pouvez pas les répondre parce qu'on n'a pas fait un travail de recherche des épidémiologistes. Pourtant, une épidémie, c'est en fait le moment clé pour faire ces recherches-là. C'est en fait le moment clé parce qu'on a des gens très doués au Cameroun, que j'en connais tellement. C'est le moment clé pour faire travailler nos épidémiologistes, nos chercheurs, nos scientifiques, nos médecins en santé publique. Donc, quand il y a une épidémie, c'est le moment clé pour faire travailler ces scientifiques et pour faire travailler sa machine sanitaire. Donc, ça veut dire que si vous ne pouvez pas répondre à cette question clé-là, il est difficile de pouvoir contrôler l'épidémie et dire l'épidémie est finie. Combien de millions de Camerounais meurent de la tuberculose par année? On a toujours une épidémie de tuberculose. On est même en endémie. Attention, je reviens maintenant sur votre question. Donc là, c'est déjà pour relever quelques insuffisances sur lesquelles on doit tous ensemble travailler pour pouvoir faire des conclusions vraiment claires de la situation. Bon, là, je reviens sur votre question. Au Cameroun ou alors en Afrique, c'est simple. Quand vous avez une épidémie comme celle ou une pandémie comme celle du Covid-19 causée par le virus SARS-CoV-2, la première chose à faire, c'est une carte épidémiologique. Quand vous avez fait votre carte épidémiologique, vous déterminez votre R0. Quand vous déterminez votre R0, vous savez exactement comment est-ce que l'épidémie est en train d'évoluer chez vous. Il ne faut pas oublier que vous avez toujours 2 semaines de retard. Pourquoi? Parce qu'un patient qui est malade aujourd'hui, il développe entre 1 et 14 jours. Donc, ça veut dire en moyenne, c'est après 5 à 6 jours qu'il développe les symptômes. Et c'est quand il va développer les symptômes qu'il va aller se faire dépister. Donc, ça veut dire que vous avez toujours 2 semaines de retard. Et quand il va venir se faire dépister, il va falloir que vous dépistez tous ceux qui sont autour de lui pour circoncier l'épidémie et savoir dans votre pays quel est l'épicentre. Quand vous avez fait ce travail-là, vous pouvez maintenant savoir si votre R0 dépasse 3, ça veut dire que vous avez une courbe montante, vous allez bientôt atteindre votre maximum. Et dès que votre R0 en dessous de 1, c'est là que vous pensez le déconfinement. En fait, donc tout c'est la science. Donc ça veut dire quoi? Et
pour le Cameroun, le travail à faire est simple. Puisque là, maintenant, on a amorcé le déconfinement, il va falloir qu'on dépiste encore massivement pour savoir s'il n'y a pas une autre vague. Pourquoi? Parce que les recherches actuelles ont montré que les patients ont, après 2 à 3 semaines, ils développent des immunoglobulines. Mais ces immunoglobulines-là, on ne sait pas à quel point ils sont robustes. Ça peut être qu'ils soient très robustes de telle manière que, comme avec le SARS c'est le prédécesseur du Covid-19. Enfin, le SARS-CoV-1 qui est le prédécesseur du SARS-CoV-2 qui développe maintenant le Covid-19. Avec le SARS, les patients avaient développé une immunité pour 2 à 3 ans. Mais avec le Covid, on ne sait pas. C'est même pour ça que, et là je le dis encore, l'Allemagne qui a en fait réussi le mieux à arrêter cette épidémie, il a été très très prudent dans son déconfinement. Donc ça veut dire qu'il n'a pas fait en une fois. Même comme son R0 avant le déconfinement était inférieur à 1. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire travailler les épidémiologistes. Les épidémiologistes, il en a beaucoup. Pas simplement pour le cas du Covid-19, mais aussi pour les autres épidémies qu'on a au Cameroun. Faire travailler nos médecins en santé publique, on en a aussi. Ça veut dire faire travailler nos chercheurs. Ça veut dire quoi? Nos chercheurs doivent aller vers, quand je dis chercheurs, la science, pour moi la médecine traditionnelle c'est aussi une science. Donc ils doivent aller travailler ensemble avec ceux de la médecine traditionnelle pour déterminer, et ça c'est important, comme je dis, tout est poison en médecine, tout est une question de dose. Pour déterminer quel effet secondaire, quelle est la dose requise, pour quel patient, comment adapter cette dose-là aux patients qui ont des insuffisances rénales, comment adapter cette dose-là aux patients qui ont du cancer. Tout ça, ce sont des questions qui doivent être répondues. Et quand vous avez fait ce panel-là de scientifiques de médecine traditionnelle, vous tracez une stratégie bien déterminée pour vous et pour la population camerounaise. Parce que personne ne viendra faire ce travail. Docteur Foucan. C'est impossible. Docteur Foucan. Personne ne viendra faire ce travail pour le Camerounais. C'est à nous-mêmes de s'asseoir, de réfléchir, combattre non pas simplement le Covid-19, mais aussi toutes nos autres épidémies. Et tout ça ne passe que par notre propre volonté, par la volonté publique et politique, par notre travail ensemble, par notre vivre ensemble. Et là, on va trouver des solutions durables pour toutes les autres épidémies et pour le Covid-19. Docteur Foucan, très rapidement, juste en quelques secondes, puisqu'on est pratiquement à la fin de l'émission, lorsqu'on vous écoute, le sentiment qu'on peut avoir, c'est que les décisions qui ont été prises par les pouvoirs publics au Cameroun l'ont été sur la base des éléments très peu fiables. Parce qu'on a parlé du déconfinement il y a quelques temps. Certains ont donné des indications sur le pic épidémiologique qui devait être atteint en mi-juin. Certains ont prolongé jusqu'à la fin du mois de juin. Vous semblez indiquer que c'est fait de façon hasardeuse, puisqu'il y a des études qui n'ont pas été réalisées de façon rigoureuse. Bon, attendez, je ne porte pas un jugement politique. Je parle de la science. D'accord. Donc je suis un technicien, je suis un chercheur. Donc je me limite à la science. Je vous explique comment ça se passe très simplement et très basiquement. Quand vous avez une épidémie qui entre chez vous, ce que vous devez faire, c'est d'abord découvrir quelle est la porte d'entrée de l'épidémie. Quand vous découvrez quelle est la porte de l'entrée de l'épidémie, vous avez l'obligation de trouver votre propre R0. Parce que le R0 qui était en Chine, qui était à 2,2, en Allemagne, il a commencé à 3. Vous avez l'obligation de trouver votre R0. Il ne faut pas oublier que si le virus ce n'est pas un parenthèse, le virus n'est pas une bactérie. L'antibiotique ne marche pas contre le virus. Le problème du virus, ce sont les co-infections ou alors les super-infections. C'est pour ça que l'antibiotique est important là-dessus. Au cas des co-infections bactérielles ou des super-infections, c'est là que l'antibiotique joue un rôle.
Sinon, l'antibiotique n'a aucun effet sur un virus. Bon, je referme la parenthèse. Donc, ça veut donc dire quoi? Vous déterminez votre R0, puisque le R0 peut être différent par rapport à chacun des pays. Et maintenant, puisque le coronavirus, ou alors le SARS-CoV-2, c'est un virus RNA. Donc, ça veut dire que c'est un virus très instable qui mute rapidement. Il y a des études qui ont déjà montré que le virus qui a causé l'épidémie en Chine est un peu différent de celui qui a lancé l'épidémie aux États-Unis. Pourtant, c'est le même SARS-CoV-2. Hein? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous trouvez votre R0, hein? Vous travaillez vous-même sur le type de virus qui tue dans la population. Vous découvrez quel type de population est vulnérable. Parce que ici en Europe, on ne va jamais vous dire comment ça se passe pour un patient qui a en même temps le coronavirus et le paludisme. Parce que nous n'en avons pas ici. Donc, c'est ce travail épidémiologique et scientifique qu'on doit faire pour pouvoir se projeter. Localement. Vous déterminez votre R0, quel type de population est touchée, quel type d'infection vient avec ce type de population, quel type de population va à l'hôpital de se faire soigner, et quand ces patients, ceux qui meurent, de quoi ils meurent? Est-ce que ce sont des thromboembolies? Parce qu'il y en a qui meurent aussi des thromboembolies. Hein? Ce n'est pas... Enfin, c'est premièrement pulmonaire, mais ça cause aussi des thromboembolies. Est-ce que c'est ça? Parce que si c'est ça, vous allez orienter d'une autre façon votre traitement en soins intensifs. Ok. Ok. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, et quand vous avez cette prévision-là, si vous avez votre R0, vous devez maintenant savoir par rapport à votre cadre épidémiologique, quand est-ce que c'est le bon moment de déconfiner. Okay. Et l'exemple est simple. Avant que, ici en Allemagne, avant que la chancelière Angela Merkel ne déconfine, elle va d'abord voir l'ensemble des chercheurs de l'Institut qui dresse la carte épidémiologique. Et quand elle voit ces chercheurs-là, on lui dit que voilà, nous avons atteint un seuil de R0 inférieur à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne transmet au plus à une personne. Donc ça veut dire la courbe s'est stabilisée. C'est en fonction de ça maintenant que l'amorce et qu'on amorce le déconfinement. On amorce le déconfinement de façon progressive parce que la courbe peut réévoluer. Et comme je dis, on a toujours un retard de 2 semaines. Et j'ai expliqué pourquoi on a un retard de 2 semaines. Absolument, absolument. Parce que si la courbe évolue et elle dépasse 2, il faut reconfiner. Sinon, elle va continuer à évoluer. Mais cela n'est possible que si on fait des dépistages massifs. D'accord, vous restez en ligne, docteur Fokam, le temps de faire le tour sur le plateau. Docteur Noumsi, vous avez écouté les éléments qui ont été donnés tout à l'heure par le docteur Eric Fokam. Je vous pose une question vraiment triviale que les uns et les autres doivent se poser lorsqu'ils regardent sur le plateau qu'il y a un naturopathe qui parle de la lutte contre le coronavirus. De plus en plus, il y a ce qu'on appelle le bain vapeur. Est-ce que vous conseillez cela? Est-ce que, de votre point de vue, ça fait partie du protocole de lutte contre le coronavirus? Il faut savoir que la médecine africaine a tellement de vertus. Chacun a ses vertus. Chacun sait comment il maîtrise ses fonctions dans l'application de cette médecine. Il y a bien des gens qui, depuis la nuit des temps, ont utilisé le bain de vapeur pour soigner palu et même des fièvres. Et ça a marché. On ne peut pas contredire ça. Si déjà nous sommes allés voir le ministre de l'enseignement supérieur pour qu'on puisse enseigner déjà dans nos universités d'État ce que je fais, ce que les naturopathes et les praticiens font, pour qu'on essaye d'enseigner ça aux enfants, pour que les futurs médecins soient aussi déjà imprégnés dans les plantes. C'est parce que nous on a compris que notre continent, c'est un continent où il y a tout. Nous parlons des épidémies. Honnêtement parlant, l'Afrique n'a jamais été un continent d'épidémie proprement parlant.
tous les grands épidémies se sont passées toujours chez les autres. Si vous faites des recherches, vous comprendrez. Il y a des moments où je dis ceci, aussi simplement, quand on dit il y a l'épidémie du choléra. Parfois je dis, est-ce que ce n'est pas une expérimentation que quelqu'un a fait quelque part? Parce que dans des marchés centrales, dans des milieux où les gens mangent à côté de la poubelle, vous savez, dans des marchés, il y a des stocks de saleté. Mais les gens, on vend la nourriture à côté, les gens consomment à côté. D'autres mettent même des nourritures par terre pendant des années. Mais à un certain moment, on dit quelqu'un, voilà le choléra qui est arrivé. Mais honnêtement, quand vous regardez, on se pose toujours la question. Moi, je me pose toujours la question, est-ce que ce n'est pas une expérimentation? Même ce Covid-19. Quand vous dites expérimentation, vous dites quoi? Quelque chose d'importé? Oui, bien sûr, parce que même ce Covid, c'est une maladie. Les gens meurent de choléra, docteur. Non, je n'ai pas dit que le choléra n'existe pas. J'ai dit ceci. Avoir là où les gens consomment de la nourriture, parfois, je vous ai dit quotidiennement, vraiment, le choléra ne devait jamais quitter l'Afrique. Si c'était... Je ne sais pas si on se comprend quand il dit ça. Dans des marchés où vous avez de la peine à voir. Si vous allez en Djamena, vous voyez même parfois là où on vend de la viande. Quand vous arrivez avant, on prend un chasse-mouche pour dégager les mouches sur la viande. C'est-à-dire que vous ne voyez même pas la viande. Mais cependant, les gens sont en train de consommer. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien, mais je suis simplement en train de dire que la médecine traditionnelle et tous les éléments, comme le docteur parlait tout à l'heure, l'alimentation, c'est la base de tout. Je dis bien, nous avons nos globules blancs qui sont nos protecteurs internes. Mais si nous mangeons des nourritures chimiques avec tout des tas de formules qu'on conserve avec. Alors, avant de la parole, docteur, ça devient un problème de façon plus précise. Oui. Dans ces universités-là, vous qui êtes herboriste, naturopathe, vous qui allez enseigner dans ces universités, dans ces facultés de médecine, vous enseignez quoi? Je veux dire, vous leur dites quoi? Vous leur apprenez à accueillir les herbes? On peut les apprendre à accueillir les herbes, on peut les expliquer les vertus des herbes, on peut leur dire à quel moment on peut cueillir des herbes pour que ce soit efficace, parce qu'il y a des heures pour chaque chose. Okay. Une herbe qu'on cueille à 6 heures, si vous cueillez à 10 heures déjà, le soleil a déjà fait évaporer beaucoup des éléments vitaux de la plante. Ouais. Donc on enseignera tout ça aux enfants. On leur dira par exemple, si vous avez mal au ventre, une nuit, et que vous êtes dans un village, je donne seulement un exemple au village, parce que le village est là déjà, il suffit de creuser le milieu du foyer, prendre la terre rouge, mélanger avec l'huile de palmier, c'est laissé. Le mal de ventre disparaît. Et maintenant, si vous êtes en ville, vous avez du charbon à la maison. Je conseille à tout le monde d'avoir toujours du charbon végétal, vous savez, du charbon, des arbres fruitiers à la maison. S'il y a des malaises, avant même d'aller à l'hôpital, protégez déjà. Si c'est une diarrhée, il y a des remèdes liés au charbon. Donc quand vous faites ça, je pense qu'avant même d'arriver à l'hôpital, vous n'arrivez pas à moitié mort. Mais vous aussi, vous arrivez déjà un peu en forme. De manière que s'il faut même vous donner des soins, que ce ne soit pas qu'on vous trouve déjà entièrement fatigué. Donc il faut connaître quelque chose, c'est ce que je veux dire, quoi. Il faut connaître ne serait-ce que le minimum possible. Parce qu'un médecin marche avec sa trousse. S'il n'a pas de trousse, il est en forêt, il va mourir. Mais le pygmée va vivre. Voilà, donc c'est des petits exemples comme ça. Voilà. Docteur, et toi, on va sortir de l'émission, peut-être en disant rapidement un mot, peut-être sur ce qu'on a entendu, mais surtout peut-être rappeler la nécessité du respect des mesures barrières qui aujourd'hui sont la seule porte de salut. C'est vrai qu'il y a des propositions qui sont faites ça et là, mais le plus important, c'est de prévenir, et la prévention passe forcément par le respect des mesures barrières. Oui, évidemment, mais si vous voulez, permettez-moi juste de dire une seconde, un petit mot sur ce que le docteur Fokam a dit tout à l'heure. Il a brillamment exposé la stratégie de suivi épidémiologique, de déconfinement et tout. C'est vraiment ça, c'est bien sur le plan scientifique, c'est bien. Mais j'allais juste lui dire que, en fait, que les pays ont, la science est universelle, mais les contextes des pays sont différents. C'est-à-dire que l'Allemagne, c'est un pays qui a au moins, je sais pas, 5 000 milliards d'euros de réserves
et tout ça dans les coffres. Ils peuvent faire 1 an de confinement et tout ça, le pays n'aura pas de problème. Mais vous avez vu ici chez nous, un seul mois de confinement et l'économie est à terre. Les entreprises ferment, les gens sont au chômage. On vient de procéder à un correctif budgétaire. Exactement, ça dit que l'économie même est un déterminant de la santé. Si vous fermez, si vous voulez suivre sur le plan méthodologique, il faut que le R0 soit atteint pour que tout ça là on déconfine et que votre économie meurt et que les gens ont faim. La famine des gens risque d'aggraver encore tout ça, cette épidémie de Covid. Vous avez vu cette épidémie dans de nombreux pays, il y a des émeutes de la faim. Les gens qui n'arrivent pas à supporter le confinement, qui sortent, ils bravent le confinement parce qu'ils ne peuvent pas supporter ça. Donc un État a aussi l'obligation de sous-peser les réalités à la fois économiques et sanitaires, de pouvoir jouer. Et Dieu merci, on peut dire encore, que pour l'instant, on est encore tout ça, les chiffres ne sont pas catastrophiques. Nous devons continuer maintenant dans la mouvance de l'État à respecter dans les mesures barrières, à respecter l'hygiène, à respecter toutes les recommandations que l'OMS, que le gouvernement nous fait pour que nous puissions un peu conserver cet embryon d'économie, pour que les emplois soient préservés, pour que les gens aient à manger. Mais je voudrais quand même dire que le choléra reste une menace très importante. Les gens en meurent. Les maladies du périfécal, la diarrhée, c'est encore 20% de la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Il faut tenir un message de vérité, de dire aux gens de renforcer les mesures d'hygiène, de boire l'eau potable. Et non seulement le Covid va être évité, mais également d'autres maladies. Je vous remercie. On va s'arrêter là pour ce mercredi. Docteur Eric Fokam, on va vous remercier d'avoir participé à cette émission en direct d'Allemagne. Oui, c'est moi qui vous remercie de m'avoir convié. Et puis, pour faire la parenthèse, je suis peut-être en Allemagne, mais je voyage très souvent au Cameroun, surtout en cas d'épidémie. Et j'étais au Cameroun quand il y avait l'épidémie de choléra. Et j'ai vu des gens mourir devant moi. Donc, j'aimerais que vraiment, on dit, les Camerounais meurent du choléra. Et donc, il faut déjà accepter cela, mais notre travail et notre but, c'est ensemble de construire le Cameroun pour tout le monde, donc de telle manière que chacun de nous puisse se sentir à l'aise. Nous avons tous des parents au Cameroun et nous aimerons tous que chacun vive à son aise au Cameroun. Ça veut dire que nous devions arrêter d'essayer d'opposer les médecines, mais les intégrer pour les améliorer et les faire avancer. Le Ghana l'a réussi, d'autres pays africains l'ont réussi, pourquoi pas le Cameroun? Voilà, merci docteur Eric Fokam. Je rappelle que vous êtes médecin, spécialiste d'ORL et vous êtes enseignant-chercheur dans une université en Allemagne, l'université d'Anquin. Voilà, merci infiniment d'avoir participé à cette émission en direct d'Allemagne. Merci également à vous, docteur Pierre Nomsi, d'être venu. Merci, vous êtes naturopathe et vous êtes vice-président de l'association... Ça veut dire Association nationale des tradipraticiens de santé. Merci et vous êtes responsable d'un cabinet ici à Douala. Merci également à vous d'être venu, docteur Roger et toi. Vous aviez beaucoup de choses à faire, vous avez sacrifié de votre temps pour être là ce soir. Merci infiniment. C'est un plaisir renouvelé. Merci également à vous, madame, messieurs, d'avoir suivi cette autre livraison 237 débat. Excellente soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.